Le voile et la galanterie sont deux possibilités civilisationnelles opposées de canaliser le désir masculin. Soit on fait poser la contrainte sur les femmes en les voilant, soit on la fait poser sur les hommes par la galanterie. Le libéralisme libertaire vindicatif produit sa propre némésis sous la forme d'un politiquement correct liberticide. Ainsi que le pointe Jean-Claude Michéa, l'un des paradoxes du libéralisme est qu'il aboutit, sous couvert de proclamer la liberté, à une société d'interdits sans précédent. Comment une époque qui a autant renoncé à toute conception de la vie bonne peut-elle autant faire la morale? En raison d'une judiciarisation tous azimuts qui est la conséquence directe de la volonté d'organiser la société autour d'une éthique minimale. N'avoir pour tout dogme qu'il ne faut jamais nuire à autrui aboutit à tout ce qui pourrait nuire à autrui est susceptible d'être proscrit. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour Pierre-Valentin. Vous êtes journaliste, essayiste, et vous dites dans La dictature des ressentis, qui est votre dernier ouvrage, que le terme intellectuel est soit trop flatteur, soit trop insultant. Donc je ne sais pas si je le garde. Journaliste, c'est très bien. Journaliste et grand reporter au Figaro. Je lisais un extrait de Le Port émissaire, Terreur ou contre-révolution. Pourquoi avez-vous écrit cela? En fait, j'ai écrit ce livre au moment du mouvement MeToo et je me suis demandé comment, finalement, notre époque était devenue à tel point productrice d'interdits, de morale, de judiciarisation, notamment des rapports hommes-femmes, alors même qu'elle avait proclamé, il y a une cinquantaine d'années, qu'il était interdit d'interdire, qu'il fallait jouir sans entrave. Et moi, j'ai lu le mouvement MeToo comme une forme de retour de balancier de mai 68. Et enfin, à la fois un retour de balancier et une conséquence, c'est-à-dire que dans une société où tout est permis, tout est autorisé, où il n'y a plus finalement de loi commune, eh bien, on en arrive à une judiciarisation des rapports sociaux, puisque la seule chose qui peut réguler les rapports sociaux, c'est le droit. Comme le disait Montesquieu, quand il n'y a pas de mœurs, il faut des lois. Et comme il n'y a plus de mœurs, plus de codes moraux, plus de grandes structures anthropologiques qui codifient notamment le rapport homme-femme, eh bien, on en arrive à une judiciarisation des rapports. Et c'est comme ça que je lis le mouvement MeToo, comme une forme de judiciarisation du rapport homme-femme, du rapport amoureux, là où il y avait des codes, une espèce de manière, de rapports sociaux codifiés entre hommes et femmes, ce qu'il était permis de faire, ce qui n'était pas permis de faire, la démarche amoureuse était extrêmement codifiée, eh bien, il y a une sorte de libération totale, une absence d'interdit, et ça produit un désordre. C'est la liberté du renard dans le poulailler, finalement, dont certaines femmes sont victimes, et en retour, on demande un retour de l'ordre qui s'exprime sous la forme d'une demande de judiciarisation. Et c'est vraiment, on crée des nouvelles lois, on punit, et voilà, c'est comme ça que je lisais ce mouvement, et globalement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et que je poursuis sur d'autres thèmes dans mes livres, c'est comment une société qui a proclamé comme vertu cardinale la liberté et l'individualisme, aboutit finalement à une société extrêmement liberticide, où il y a des interdits partout, de la surveillance permanente, des comportements, de la liberté d'expression, des points de vue exprimés, voilà, une surveillance généralisée. Comment nous vivons en fait dans une société où la liberté est proclamée, mais en réalité, les libertés de détail, les libertés concrètes n'existent plus. Oui, et ça pose une question assez vertigineuse qui est, sommes-nous obligés de choisir entre soit, disons, des mœurs un peu épaisses qui relient les gens, soit, d'un côté, une judiciarisation absolue et minutieuse du débat public et des interactions en public. Et la raison pour laquelle je formule ce choix binaire, c'est que la tentative de fonctionner sans loi ni morale, en quelque sorte, a été tentée sur quelques décennies, mais n'a pas tenu plus longtemps que ça. C'est-à-dire qu'on a essayé une version interdit d'interdire, on a essayé une version sans mœurs communes, sans tradition, sans morale partagée, et manifestement, ça a tenu très très peu de temps. Et je trouve ça important de reprendre ce que vous faites là, l'analyse michéiste, qui est de dire il faut voir l'effondrement du 68ardisme comme philosophie politique, si je puis dire, non pas comme un assassinat venu de l'extérieur, mais une révélation des contradictions internes d'une dynamique qui ne pouvait pas perdurer. On n'allait pas pouvoir rester hédoniste, libertaire, sans loi ni morale pendant des décennies. Oui, d'ailleurs, et même avant ça, en fait, Peggy disait très bien que finalement la morale qui était enseignée à l'école laïque
était la morale en fait religieuse. Et il disait bien, en fait, il y a une sorte d'hypocrisie à dire que c'est une morale différente, parce qu'en fait, elle repose sur sur la même vision, c'est la même loi naturelle en fait qui est au cœur de cette morale, et en tuant finalement la source de la transcendance de cette morale, c'était comme un canard sans tête qui continue à faire quelques pas mais qui allait finir par s'effondrer et tomber. Un arbre sans sève. Ou un arbre sans sève, et ça c'est très frappant. Et d'ailleurs il y a un passage dans notre jeunesse où il cite le député Viviani, qui est un député socialiste, je crois, qui dit à la tribune de l'Assemblée « Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus ». Et Peggy dit « Pauvre malheureux, en éteignant ces lumières-là, c'est la source de toute morale, de toute, c'est la sève même de la société qu'on est en train d'éteindre. Et effectivement, c'est un processus de longue durée que mai 68 a radicalisé en essayant de non seulement couper la transcendance, mais toute forme d'autorité, toute forme de hiérarchie, toute forme de codes sociaux. Et je crois on assiste à un retour de refoulée, effectivement, et un retour de balancier aussi historique. Moi, je suis persuadée, et c'est ce que j'explique un peu au début de mon livre, La dictature des ressentis, que nous vivons un retour de balancier. On pourrait dire conservateur, mais je pense que ce mot est imparfait, mais en tout cas d'un retour de besoin de limites, d'ordre, d'autorité, de hiérarchie, peut-être même de transcendance, après 40 années de libertarisme, d'égalitarisme, de destruction des hiérarchies. Et je pense que c'est un mouvement de fond dans les sociétés occidentales qui est une lame de fond. Je pense que l'humanité est traversée de pulsions. Il y a à la fois un désir d'ordre, un désir de liberté, et que le désir de liberté est allé extrêmement loin dans un sens, et qu'aujourd'hui, on revient vers un désir d'ordre. Alors, vous avez utilisé le terme conservateur, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas distinguer deux choses? Je suis pleinement d'accord avec l'idée d'un retour du balancier, d'un contre-coup, d'un élastique qui repart dans un sens, d'un boomerang, on peut prendre toutes les métaphores qu'on veut. Mais n'y a-t-il pas une distinction profonde entre une contrainte interne et une contrainte externe? Je m'explique. L'homme qui aujourd'hui ne fait pas de cochonnerie dans l'ascenseur parce qu'il sait qu'il y a une caméra de surveillance ou parce qu'il sait qu'il y a un tweet à la sortie qui signifie la fin de sa vie sociale et professionnelle, n'est pas tout à fait le même que l'homme jadis, soit qui avait une pulsion mais qui se tenait, soit, si on suit la conception aristotélicienne des vertus, était tellement bien dressé, si je puis dire, qu'il ne ressentait même pas de pulsion particulière, ou en tout cas de pensée libidineuse. Ces deux hommes-là ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que celui qui agit avec un flingue sur la tempe et qui refuse de faire le mal à ce moment-là n'est pas le même que celui qui sait se tenir. Et c'est pour ça que le terme conservatisme brouille peut-être la distinction entre ces deux types d'hommes et ces deux types de contraintes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors après, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est d'ailleurs Montesquieu qui dit, en gros, la démocratie repose sur des citoyens, mais la démocratie est incapable de fabriquer des citoyens. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui est capable de délibérer, de participer au bien commun, d'être pleinement actif dans la démocratie. Le principe même de la démocratie ne le crée pas, il faut qu'il vienne de l'extérieur et qu'il ait une morale extérieure. Il dit, dans l'Antiquité, c'était le stoïcisme, avec une espèce de droiture morale imposée. Et dans le catholicisme, et dans la chrétienté, ça a été le tribunal intérieur du christianisme, qui est effectivement ce que vous appelez la cause interne, c'est-à-dire une sorte de tribunal intérieur qui rattache par mille fils les pulsions humaines et qui empêche finalement de dériver vers des excès, et cet homme finalement créé par le christianisme était capable en tout cas pouvait constituer un citoyen qui pouvait ensuite participer à la démocratie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le libéralisme, la démocratie libérale est incapable de produire du citoyen. Elle produit des processus démocratiques, elle permet aux gens de voter. Mais elle en aurait besoin, effectivement. Elle aurait besoin d'hommes soucieux du bien commun, de la cité, mais elle est capable de le produire par elle-même. Effectivement, c'est un problème. Après, il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait... la société a toujours reposé sur la contrainte externe, sur la surveillance. Quand Norbert Elias parle du processus de civilisation,
c'est un processus de contrainte extérieure. Justement, il dit qu'est-ce que le processus de civilisation selon Norbert Elias? Ça commence au XVIe siècle dans les cours européennes, avec la curialisation, le fait que les courtisans sont rassemblés tous au même endroit autour du roi. Donc ils se surveillent mutuellement. Ils sont tenus. Ils sont tenus par le regard du roi. Il y a une codification extrême des comportements qui se met en place, et un raffinement. On mange plus avec les doigts, on utilise la fourchette, il y a la galanterie qui se met en œuvre. Tout ça, effectivement, c'est aussi beaucoup du paraître, de l'extériorité. C'est pas la morale pure, quoi. C'est aussi de la contrainte sociale. Effectivement, aujourd'hui, cette contrainte sociale, elle n'est pas en fait formulée par le haut, codifiée. Elle est un peu anarchique, quoi. Elle vient des réseaux sociaux. C'est une espèce de spontanéisme des réseaux sociaux qui fait la chasse au comportement déviant. Mais il y a pas, elle n'est plus imposée en surplomb et donc cohérente, articulée. C'est ça qui est, à mon avis, problématique. Vous avez raison de rappeler que forcément l'interne et l'externe sont toujours en dialectique et qu'on ne peut pas distinguer aussi nettement que je l'ai fait, c'est toujours mélangé. Et j'aimerais revenir sur un point qui est que notre époque, en voyant débarquer le mouvement MeToo, en voyant débarquer le wokisme, etc., parle d'un nouveau puritanisme. Je pense que c'est vrai, mais je pense que ça n'est qu'une vérité sur deux. Je pense que c'est un mouvement qui est à la fois puritain et en même temps hédoniste à d'autres égards. Et je pense même, et on pourra en parler, que le fait que notre époque ne perçoive que dans un mouvement hédono-puritain, la part puritaine montre qu'on a encore une époque hédoniste à certains égards. C'est-à-dire que, pour faire une métaphore un peu abstraite, si j'ai des lunettes roses et que je vois quelque chose qui est bleu et rose, je vais que voir le bleu. Parce que le rose, c'est ce que j'ai toujours connu, je ne le perçois plus. Et donc là, on a une époque hédoniste qui ne perçoit que la part puritaine d'un mouvement. Mais en réalité, à mon sens, je vous laisse développer là-dessus, je pense que ces mouvements-là sont à la fois très hédonistes et très puritains et qu'ils ont poussé les deux curseurs à bout, tandis que l'époque d'avant n'en avait qu'un. Il n'y avait que le curseur hédoniste et le curseur puritain est arrivé après. Oui, moi je dirais, ça dépend comment on définit le puritanisme. Si le puritanisme, c'est la peur du corps, c'est la peur de la chair, je suis pas sûre qu'effectivement ça corresponde à ce qu'on lit aujourd'hui, parce que moi, ce qui me semble caractéristique des mouvements néo-féministes, c'est pas tant la peur de la chair que de la peur de l'autre sexe, de l'altérité en fait sexuelle, c'est-à-dire que de la différence en fait, et de la possibilité d'une domination, en tout cas d'un abandon en fait de soi à l'autre, ou d'une confiance. En fait, c'est une sorte de méfiance généralisée, pas à l'égard tant de la chair, puisque par exemple les néo-féministes se disent tout le temps les femmes doivent se faire plaisir toutes seules, etc. Elles poussent au plaisir. Il n'y a pas du tout de criminalisation du plaisir. C'est plutôt une criminalisation du plaisir partagé, et de la relation homme-femme, plus que de la relation, enfin plus que de la consommation, enfin que du sexe en soi. C'est plutôt le sexe à deux que le sexe en soi qui est criminalisé, qui est perçu comme une source de danger, en fait. On n'a pas peur de la chair, on a peur de la chair faite avec un homme. Donc c'est effectivement pas exactement du puritanisme, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir que des choses qui étaient, exaltées dans les années 60-70, aujourd'hui sont regardées avec horreur. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez juste. Enfin, je pense que les excès d'une libération sexuelle totale, sans limite, qui je pense, ne satisfaisait pas, enfin, n'était pas satisfaisante d'un point de vue moral. Moral dans le bon sens du terme, pas dans le sens puritain. Et aujourd'hui sont contestés. Ça me semble plutôt aller dans une bonne chose. Ça me semble plutôt participer d'un processus de civilisation, de recivilisation. Sauf que c'est un processus de recivilisation qui se fait avec le langage du progressisme. Et c'est là, je crois, qu'il y a une ambiguïté. Effectivement, vous parlez des lunettes roses. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, il y a un besoin de code qui s'exprime, qui est même peut-être une attente conservatrice, mais qui s'exprime dans le langage du progressisme, parce que c'est le seul qui est disponible en réalité. Bien sûr. Sur le marché du langage. Donc on dit, voilà, on parle de droit, on parle de révolution, on parle de progrès, alors qu'en réalité, ce qu'on demande, c'est des codes, de la tempérance, des limites. Et je crois que c'est ça le gros paradoxe de notre temps. Mais peut-être qu'une autre façon d'insister sur cette distinction, c'est de partir d'un fait qui a été beaucoup analysé, qui est l'effondrement de la pratique sexuelle chez les jeunes. Ce qui, franchement, si on était là à parler dans les années 60, on aurait difficilement pu le pronostiquer en disant, vous savez, en 2020, les jeunes ne feront plus l'amour, on le prendrait pour des fous. Et là, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un comportement
conservateur au sens où d'un seul coup les jeunes se seraient remis à se préserver pour le mariage en gardant soigneusement leur chasteté préservée, c'est ce que vous disiez là, une peur de l'autre, une atomisation sociale, beaucoup de blessures émotionnelles, une espèce de champ de bataille émotionnel qu'est la génération Z aujourd'hui, où certains, par exemple, pour ne pas souffrir, on en a parlé ici avec le psychanalyste Ruben Rabinovitch, pour ne pas souffrir d'une rupture douloureuse, préfèrent préventivement anesthésier le potentiel dévastateur d'une rupture en disant non, mais je suis dans un couple libre. C'est-à-dire un couple sans engagement où du coup, le sens de rupture a quasiment perdu de sa pertinence parce que la notion d'engagement est déjà très floue. Et donc, là aussi, je pense que ça ressemble, d'un certain point de vue de l'extérieur, à du conservatisme, dans la mesure où les jeunes font moins l'amour avant le mariage, mais bon, par ailleurs, ils se marient même plus. Donc le terme même est sujet à caution. Mais en fait, c'est juste une défiguration émotionnelle ou une blessure, en tout cas. C'est une peur de l'autre. On revient au puritanisme au sens une peur de l'altérité, donc une peur de se mélanger, de se rencontrer peut-être, ou de s'abandonner à d'autres. Oui, moi je pense qu'il y a aussi un retour de bâton d'une époque excessive. C'est comme on aurait pu dire dans les années... qui aurait pu prédire dans les années 50 que aujourd'hui on ferait des jeûnes volontaires ou que les gens se priveraient délibérément de nourriture pendant plusieurs jours pour rendre leur corps... Le dry January, on a reçu Paul Sugy, on a parlé du dry January ici. Voilà, donc il y a une espèce de... Ça fait partie aussi d'un mouvement de sobriété dans une société qui suit une société d'abondance, je pense, une sorte de sobriété sexuelle. Tout simplement parce que quand tout est disponible immédiatement, il y a aussi une perte d'appétence, tout simplement. C'est-à-dire que il y a aussi, je pense, dans la sexualité, le frisson de l'interdit joue aussi, la contrainte joue aussi, enfin la contrainte, pas la contrainte exercée sur autrui, mais le fait qu'il y ait des cadres aiguise en fait l'appétit sexuel. Quand tout est disponible immédiatement, autorisé en un clic sur Tinder, il y a un côté écœurant en fait, je pense, tout simplement, qui fait que les gens se détournent comme on a transformé la sexualité en consommation, logiquement, elle suit la pente de la consommation, qui est le dégoût de la consommation. Et comme elle a perdu toute finalité aussi, je pense que le fait d'avoir radicalement dissocié la procréation de la sexualité coupe finalement en la coupant de sa finalité, il y a une forme d'épuisement aussi. Ça, Houellebecq le décrit très bien dans ses livres. Une espèce de sexualité coupée de tout horizon reproducteur, et puis son vitalisme en fait devient une espèce d'acte banal, et en banalisant la sexualité blasé, finalement elle devient moins intéressante, et ça je pense, ce qui ne veut évidemment pas dire que la sexualité soit exclusivement un acte reproductif, bien sûr que non, mais l'arrière-plan, une fois supprimé, quand on banalise totalement l'acte, je pense qu'il est devenu quelque chose de effectivement de secondaire et de pas vraiment très intéressant, et notamment dans une part de la jeunesse. Après, moi je me réjouis aussi, je trouve que l'hypersexualisation de la jeunesse, moi je me souviens de ma génération dans les années 90, une fille qui n'avait pas couché à 17-18 ans, elle était pointée du doigt, c'était la honte. C'était finalement la virginité était la honte, dans un renversement totalement de la morale commune, la virginité était la honte, et le fait de coucher était valorisé socialement, avec une espèce de pression en fait qui s'exerçait. On est passé de la pression, de l'injonction à l'abstinence, de l'injonction à la jouissance. Aujourd'hui, ces choses se rééquilibrent, on reprend en considération, et ça je m'en réjouis, parce que je pense que notamment pour les jeunes filles, c'était un poids extrêmement dur, lourd pour les jeunes filles, d'avoir cette espèce d'injonction à la sexualité très très jeune, et je pense que voilà, là encore, moi j'y vois un processus de recivilisation. Et à propos de conservatisme déguisé en progressisme, on pourrait dire que la jeune fille chaste aujourd'hui aurait tout intérêt à se déclarer asexuelle pendant un temps, jusqu'à son mariage, où là, d'un seul coup, elle pourrait consommer. J'ai vu un article très positif dans Le Monde sur les PAM, pas avant le mariage, et où c'était un peu montré de façon exotique, mais plutôt sympathique. Ce que je pense qu'il y a quelques années n'aurait pas existé, parce qu'on se serait moqué d'eux en disant mais quelle bande d'abrutis. Mais c'est un des avantages possibles de la postmodernité, c'est qu'à force de tout fragmenter, l'option traditionnelle a un espèce de retour d'exotisme. On se dit c'est intéressant, c'est fascinant. On ne peut pas juger. Exactement. Comme tout est relatif. Et c'est nouveau, c'est innovant, alors pas du tout, mais de la perception de ma génération, il y a cet aspect mais en tout cas, voilà, de mystère. je pense, moi
je l'analyse pas comme quelque chose de forcément négatif. De la même manière, j'ai salué en ses débuts la prise de parole de Judith Godrèche parce que je trouvais que effectivement, elle avait été victime d'une époque en réalité, notamment de parents extrêmement laxistes sur le plan des mœurs qui l'avaient autorisée à partir très jeune avec un homme beaucoup plus âgé. Et je trouvais que voilà, son témoignage était fort. Après, elle a très vite été entraînée justement dans un récit woke, intersectionnel. Elle a repris tous les grands schémas, tous les grands concepts du néo-féminisme. Et je trouve ça dommage en réalité parce qu'elle défigure un combat. Enfin, elle défigure un combat, je ne vais pas la juger, mais elle se caricature et je pense que elle s'enferme en fait dans quelque chose de beaucoup plus fermé, de beaucoup plus sectaire, alors que elle participe d'un mouvement beaucoup plus large. J'aimerais vous soumettre une analyse et avoir votre avis. On a parlé du paradoxe, du curseur puritain et du curseur hédoniste, poussé à 10 sur 10 dans les deux cas. Mais peut-être qu'une façon possible de résoudre ce paradoxe, c'est de reprendre l'analyse qu'avait effectuée l'intellectuel britannique Douglas Murray dans, et là j'oublie le titre, dans son avant-dernier ouvrage, dans lequel il décrit à un moment une scène tirée d'un moment culturel à part entière qui était le clip Anaconda de Nicki Minaj. Donc clip musical qui doit aujourd'hui être, sans exagérer, autour de plusieurs milliards de vues sur YouTube. En tout cas, il avait dépassé le 1 milliard au moment où Douglas Murray écrivait il y a plusieurs années. Je ne l'ai pas vu. Et dans ce clip qui joue avec les limites de nudité de YouTube, pour parler pudiquement, c'est vraiment un clip proprement obscène. Et il y a une scène assez extraordinaire dans laquelle il y a, je crois que c'est Drake, peut-être à l'époque le compagnon de Nicki Minaj, mais je ne suis pas leur vie privée intime, qui est assis sur une chaise, et elle vient, habillée de façon assez provocatrice, vient vers lui, se frotte le fessier contre lui de haut en bas. Lui ne réagit pas, il est comme un prisonnier dans sa chaise. Donc clairement, comme on dirait aujourd'hui, elle l'allume, elle le chauffe, et au bout d'un certain temps dans le supplice, il sort une main pour essayer de réciproquer le désir. Et là, elle se lève d'un coup, elle tourne sa tête et elle part d'un air sec. Et Douglas Murray, qui lui-même par ailleurs est homosexuel, analyse cette scène en disant « On voit là une permission d'un désir féminin agressif, poussé jusqu'à 10, qui lui peut aller très loin dans la séduction, dans la drague, dans des comportements lascifs. Et dès que l'homme cherche à réciproquer dans son désir, là pour le coup il y a une criminalisation, et il y a en tout cas symboliquement un rejet très vif de mais pour qui tu te prends, etc. Peut-être que c'est une façon de résoudre le paradoxe qui est hédonisme à fond permis pour les femmes et que du puritanisme pour le désir masculin. Oui, c'est vrai, le contrôle est... On demande... et unilatéral, effectivement, les femmes sont... Enfin, on demande aux hommes de contrôler leurs pulsions, leur manière de se comporter, leur manière d'agir, mais effectivement, les femmes, elles, peuvent faire ce qu'elles veulent. Et moi, j'ai été très frappée de comment est né le mouvement MeToo. En fait, il est né sur les campus américains, notamment du fait... Enfin, c'est une intellectuelle américaine qui avait écrit un bouquin là-dessus, je ne me souviens plus du titre, mais elle parlait du fait que les filles sur les campus américains s'alcoolisaient beaucoup, buvaient comme les hommes, dans des proportions délirantes. Pour les Américains, n'est pas rien. Voilà, et ensuite couchaient avec des mecs, elles ne s'en souvenaient quasiment plus, le lendemain se réveillaient, et puis effectivement relisaient le truc en disant voilà, c'est un viol, et venaient porter plainte. Et elle disait, c'est un peu le non-dit autour de l'affaire MeToo, c'est la question de l'alcool. Et dès qu'on en parle, eh bien, on est accusé par les féministes de culpabiliser les femmes parce que vous dites, ah, les femmes boivent, ah, vous voulez les culpabiliser, c'est de leur faute. Elles boivent, donc vous êtes dans cette espèce de récit. Non, il n'y a que les hommes qui sont coupables, les hommes sont les violeurs, les femmes, en fait, sont une espèce d'innocence incarnée. Et j'ai trouvé ça assez frappant parce que c'est une espèce de vouloir attribuer la responsabilité uniquement aux hommes. Et ne pas voir ce que l'on voit, en fait, la réalité des faits, qui effectivement, je ne dis pas évidemment que c'est toutes les affaires de viol, etc., mais je dis qu'il y avait un certain contexte. D'ailleurs, c'est très bien raconté dans le livre de Tom Wolfe, Moi, Charlotte Simons, où ça raconte une jeune fille, formidable roman, une jeune fille américaine qui vient du fin fond des États-Unis, qui arrive sur le campus, ça doit être Harvard ou un campus américain, et qui justement, elle arrive toute pure, toute chaste, et
elle est entraînée dans des soirées, on la pousse à boire, etc. Et elle fait, c'est exactement ce récit-là que je suis en train de raconter. Et je trouve ça assez fascinant, voilà, dans cette volonté de voir la femme comme une victime innocente, pure, qui n'aurait aucune responsabilité, qui ne serait qu'une proie, et de l'autre des hommes qui, eux, concentreraient la violence, etc. Et je pense en ayant cette espèce de vision binaire, on s'interdit de poser les vraies questions et de répondre aux vrais problèmes. Et c'était d'autant plus vrai aux États-Unis que pour le coup, il y a une vraie forme de puritanisme qui fait que le sexe est tellement diabolisé qu'il faut boire pour pouvoir s'y adonner. Donc il y a une espèce de contre-coup. Ouais, de contre-coup. C'est-à-dire qu'on boit énormément pour s'adonner à la sexualité. Et on est obligé de passer par ça. Enfin, voilà, c'est une hypothèse, en tout cas, je trouve intéressante à creuser sur ce mouvement MeToo et sur... voilà, mais sauf que poser la question, c'est déjà culpabiliser les femmes. Alors qu'en fait, dans la réalité, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Oui, la société n'est pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça, je pense que les féministes ont du mal à le réaliser. Oui, une femme ne peut pas sortir en mini-jupe dans la rue le soir dans n'importe quel endroit, d'autant encore plus aujourd'hui. Et de dire, en fait, oui, on peut sortir en mini-jupe. De toute façon, c'est la seule responsabilité, celle des hommes. Non, puisque de facto, la société est pleine d'hommes violents. Il y a des quartiers où c'est difficile de circuler quand on s'habille comme ça. Donc, effectivement, on doit intégrer la contrainte. Enfin, il y a pas de, on ne vit pas dans un monde idéal. Il reste, voilà. Vous parlez des hommes violents et dans le porc émissaire, vous esquissez, il y a une sous-partie sur la fabrique du porc. C'est-à-dire que où est-ce qu'on le fabrique, si on peut parler ainsi, et est-ce que, pour le dire autrement, et je pense que c'est là où on souffre tous d'un rousseauisme mal digéré, est-ce qu'un homme non civilisé, par définition, en gros, est-ce que le point de vue, l'état d'usine, en quelque sorte, d'un homme, c'est le porc, et ensuite la société le civilise. Un homme, ça s'empêche, comme on disait. Comment est-ce qu'à l'inverse, on fabrique un porc, et comment est-ce qu'on faisait jadis pour ne pas le transformer en porc? Pour moi, c'est ma grande opposition au féminisme de gauche. C'est que moi, la gauche pense depuis Rousseau que l'homme n'est naturellement bon, que c'est la société qui le corrompt, et qu'en gros, il y aurait une sorte d'égalité naturelle qui serait déformée par la société. Et donc, en fait, c'est ce qui s'appelle la culture du viol ou la masculinité toxique, ce seraient des codes sociaux qu'on imposerait, notamment aux petits garçons, qui ensuite se transformeraient en hommes violents ou en porcs. Moi, je pense l'inverse. Je pense que effectivement, il y a une pulsion, la testostérone, tout simplement, qui est une grande différence entre les hommes et les femmes, fait que nous avons non pas un rapport différent à la violence, puisque les hommes et les femmes peuvent être tous les deux violents. Il n'y a pas d'agressivité plus forte chez les hommes que chez les femmes. Et d'ailleurs, quand on voit les vraies enquêtes de violence conjugale, elles sont, il y a autant de femmes que d'hommes qui agressent leur conjoint. Simplement, ça n'a pas les mêmes conséquences. Bien sûr. C'est-à-dire que les hommes, quand ils tapent, ils peuvent tuer. Ouais. Alors que généralement, la femme, elle aura du mal à tuer son mari. Donc, les conséquences de la violence masculine sont beaucoup plus lourdes en fait que celles de la violence féminine. Notamment, il y a des féminicides. Mais le niveau d'agressivité, de violence, même verbale, est à peu près le même. Mais on peut pas faire, effectivement, il y a un rapport des hommes différents, non pas à la violence, mais à la force physique, tout simplement, donc qui fait que les conséquences de la violence sont plus fortes, et un rapport des femmes à la sexualité qui est différent. Ça, c'est une conséquence de la testostérone qui fait qu'effectivement, la sexualité masculine va être les hommes vont avoir plus de goût pour des partenaires différentes et pour une sexualité beaucoup plus fréquente, par exemple, que les femmes. En moyenne, des moyennes, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui peuvent... On le voit dans les couples homosexuels hommes versus les couples lesbiennes. Et donc, on peut pas... Donc ça, c'est la donnée brute, si vous voulez, naturelle. Et après, tout le travail de la société, c'est de polisser ces différences naturelles, ces pulsions, et de les civiliser, en fait. Et d'ailleurs, ça a été tout le travail de la civilisation occidentale, notamment l'invention du mariage monogame, en disant l'homme va avoir qu'une seule femme pendant toute sa vie. La galanterie, par exemple, qui est une forme de civilisation du pouvoir masculin extrêmement raffiné, qui est né en France, qui est vraiment je le dis dans Adieu Mademoiselle, mon livre. Pour moi, la galanterie, c'est l'inverse du voile, c'est-à-dire que le voile est on parlait de contrainte. Le voile est une contrainte posée sur le désir des femmes, c'est-à-dire qu'en gros, on considère que l'homme est une brute
et qu'il faut voiler le désir féminin, enfin en tout cas les femmes, parce que sinon ça va réveiller son désir, ça va réveiller ses pulsions, alors que la galanterie c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans la société galante du XVIIIe siècle, les femmes avaient des décolletés mais délirants qu'on n'oserait même plus porter aujourd'hui. Dans Les Liaisons dangereuses, on le voit très bien d'ailleurs le film, des balcons voilà, qu'on n'oserait vraiment même plus porter aujourd'hui, mais en revanche le désir masculin lui était extrêmement policé, civilisé, tenu, et il fallait justement, il y avait tout un langage codifié pour s'adresser aux femmes, qui, voilà, on pouvait certainement pas les traiter de salopes en public, ou dire ouais mademoiselle, non c'était pas, et donc voilà, c'est pour moi c'est exactement l'inverse civilisationnel, enfin le voile et la galanterie sont deux possibilités civilisationnelles opposées de canaliser le désir masculin. Soit on fait poser la contrainte sur les femmes en les voilant, soit on la fait poser sur les hommes par la galanterie. Donc, vous parlez de Adieu Mademoiselle, vous l'avez publié à 24 ans aux éditions du Cerf, et dedans vous avez une analyse qui se centre autour des histoires de viol de masse à Cologne. Oui. Et vous dites que ça a été un moment de rupture assez fort au sein du féminisme français contemporain, où vous utilisez l'expression de Bataclan sexuel en disant que ça a changé beaucoup de regards et de mentalité, et ça a marqué un peu comme, on pourrait dire, l'affaire du foulard de Creil en 89, pour ce qui est la question de l'islam au sein de la gauche française, qui a fait poindre une fracture qui est encore visible aujourd'hui. Là, de la même façon, il y avait un choix à faire entre est-ce qu'on préfère défendre une victime ou est-ce qu'on préfère accabler un coupable. Et il me semble que pour Cologne, dans la mesure où les coupables étaient manifestement des personnes d'origine immigrée et que c'était pas le coupable idéal, parce qu'on préfère le mâle blanc hétérosexuel occidental, à ce moment-là, chez certaines, pas chez toutes, mais chez certaines, la défense de la femme est devenue à ce stade moins importante que le bourreau à trouver et à accabler. Oui, c'était un révélateur, effectivement. Le féminisme et l'antiracisme étaient sur un bateau et il y en a un des deux qui est tombé à l'eau. Ça a été le féminisme, et parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de féministes, notamment françaises, je pense à Caroline de Haas, qui ont refusé de nommer les choses pour ne pas faire le jeu des racistes, entre guillemets, refusé de dire que voilà, il y avait un problème. Et Kamel Daoud, d'ailleurs, l'avait très bien dit, pour le coup, écrivain algérien, en disant effectivement, il y a un problème de rapport à la sexualité et à la femme dans ces populations issues de l'immigration, qui arrivent souvent des jeunes hommes qui sont assez jeunes, qui sont complètement déstructurés, très déracinés, sexuellement, qui viennent d'une autre culture avec un rapport à la femme différent et qui basculent, enfin une fois dans le grand bain occidental, effectivement ne savent pas comment se comporter ou se comportent très mal. Et voilà, ne pas avoir voulu nommer ça, c'était vraiment une forme de déni absolu. Et on est toujours un peu là-dedans, même si maintenant il y a d'autres voix qui se lèvent de plus en plus nombreuses, qui effectivement parlent de ces sujets-là, mais on l'a vu quand même au moment du 7 octobre, où les féministes, de nombreuses néo-féministes, n'ont pas voulu parler des viols du 7 octobre. Femme, on vous croit, a complètement sauté à ce moment-là. Judith Butler qui dit amenez-moi les preuves. Quand j'aurai des preuves, j'y croirai, mais amenez-moi les preuves. Enfin, elle n'a jamais dit ça sur le mouvement MeToo. Elle n'a jamais demandé de preuves. Elle n'a jamais demandé des preuves à qui que ce soit de LGBT ou du mouvement MeToo. Enfin, et ça montrait bien voilà, un deux poids deux mesures qui, à mon avis, devient de plus en plus intenable en réalité. Et qui pour moi, voilà, c'était un angle mort que je développais il y a presque 10 ans dans mon livre, cette espèce de refus, cette obsession des combats du passé qui ne fait pas voir les combats d'aujourd'hui. Et c'est la même chose d'ailleurs sur l'antisémitisme à gauche, hein. C'est-à-dire qu'on est obsédé par l'antisémitisme du passé et on ne voit pas l'antisémitisme d'aujourd'hui. De la même manière, on est obsédé par le patriarcat du passé et on ne voit pas le patriarcat d'aujourd'hui, où il s'exerce et sous quelle forme. Et c'est comme ça que j'avais conçu mon livre Adieu Mademoiselle, c'est-à-dire à la fois... je voulais découper mon livre en deux parties, à la fois en disant voilà quelle est la critique du néo-féminisme aujourd'hui et quels sont selon moi les vrais combats dont ne parlent pas les néo-féministes. Je parlais de la question du voile et de l'islam, la question de l'insécurité des femmes, de la question de la gestation pour autrui, des combats ou de l'effacement des femmes par le transactivisme, des combats dont on parle un peu plus aujourd'hui, mais qui ont été complètement niés par les néo-féministes. Et je précise qu'on enregistre avant les élections législatives, mais après les élections européennes.
une parenthèse turbulente de la vie politique française. Mais dernièrement, le sondeur Jérôme Fourquet a fait l'analyse que le vote des femmes a massivement basculé vers le Rassemblement national, où en 5 ans, donc des européennes 2019 Ouais. aux européennes 2024, ils ont gagné 13 points dans cet électorat, et même désormais, ils sont quasiment plus de femmes que d'hommes dans l'électorat RN. Ça, en soi, c'est un basculement assez significatif, parce que on dit souvent que les femmes sont conservatrices au sens où un peu plus consensuelles en moyenne que les hommes. C'est-à-dire que les votes un peu transgressifs et sulfureux aux extrêmes, c'est plus souvent les jeunes hommes en moyenne. Et là, il y a un basculement qui s'est produit, et Fourquet fait l'analyse qui est de dire c'est en soi, le simple fait brut, le simple chiffre, est en soi l'aboutissement et la conséquence d'une normalisation de Marine Le Pen, maintenant que c'est devenu un vote féminin en grande partie. Oui, bien sûr. Oui, je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. Effectivement, la normalisation et puis la question de l'insécurité, effectivement, qui touche les femmes elles-mêmes dans leur corps. Effectivement, le fait de sortir dans la rue, d'aller dans certains endroits, de se faire agresser physiquement, voire même violer. Et puis qui touche aussi leur mari, leur fils. Et ça, je crois que les femmes se sentent mères aussi, qu'elles ont vibré, qu'elles ont communié dans l'émotion à la mort du petit Thomas, par exemple. Je pense que ça a touché les mères beaucoup. Il y a un côté, pas que on me touche moi dans mon corps, mais aussi les mères qui pensent à leurs enfants. Ça, je pense que c'est un gros ressort de la question de la sécurité. Non pas l'insécurité que pour soi, mais aussi pour ses enfants. Et ça, c'est un ressort très, très, très puissant, effectivement. Je pense qu'il y a la naissance d'une forme de féminisme sécuritaire dans l'ensemble des femmes. On le voit d'ailleurs, elles sont souvent dans beaucoup de sondages encore plus fermes que les hommes sur la question de l'immigration. Notamment, j'avais un sondage sur Schengen où elles étaient 10 points de plus que les hommes à vouloir la fermeture des frontières. Et en revanche, ce qui est troublant, c'est de voir que chez les jeunes femmes, en revanche, il y a un grand succès de la gauche radicale. Oui. Quand on regarde par exemple certains sondages, alors il faut les prendre avec des pincettes parce que les échantillons sont réduits, mais certains sondages donnent 40% des jeunes filles de 18 à 24 ans qui voteraient pour la France insoumise. Oui. Et ça, effectivement, j'y vois moi la pénétration dans une partie de la jeunesse, notamment étudiante, d'un néo-féminisme radical, intersectionnel, mitouiste, qui pour le coup imprègne beaucoup les jeunes mentalités. Et je trouve que autant les jeunes hommes ont des modèles d'identification parallèles, autant chez les jeunes filles, c'est très compliqué de donner un contre-récit au féminisme, parce que le féminisme, le néo-féminisme leur ouvre tellement un boulevard de gratification victimaire, de puissance, de mise en avant, etc. C'est difficile d'offrir un contre-récit, alors que les hommes, comme ils sont par essence les coupables désignés du néo-féminisme, ils ont tendance à de toute façon s'en détourner, chercher autre chose, effectivement, ils ne vont pas être attirés par cette idéologie. Mais les jeunes femmes, c'est très problématique. Moi, je pense qu'un des enjeux dans les années qui viennent, c'est d'arriver à offrir un contre-discours à ce féminisme-là qui touche une partie de la jeunesse féminine, et d'arriver à avoir un contre-discours qui ne soit pas uniquement retourné au foyer, ou masculiniste à la Thaïs Descuffon, quoi. Il faut, à mon avis, avoir un discours qui fait un peu plus rêver les femmes. Mais, ni misogyne, ni misandre, pour dire autrement. Non, c'est sûr. Et est-ce que vous avez parlé du ressort maternel comme un lien très fort entre le vote de jeunes femmes vers la droite pour des raisons sécuritaires, parce que quand elles voient un fait divers, elles voient leur enfant, leur fils, leur fille. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas poursuivre cette analyse pour essayer d'expliquer cette surreprésentation colossale des jeunes femmes dans le vote LFI en disant il y a un désir, une pulsion maternelle qui, sans enfant, se reporte sur d'autres figures. C'est reporté. Alors, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles, du coup, elles n'ont pas ce... Oui, mais c'est aussi elles ça. N'ont pas ce... Enfin, les femmes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas ce souci, au moins, en tout cas, ce souci peut-être de la sécurité, de la transmission ils sont moins conservatrices, tout simplement. On voit que les gens, à partir du moment où les gens ont des enfants, ils deviennent plus conservateurs, logiquement. Et le fait que, d'ailleurs, de nombreuses jeunes femmes, et de plus en plus de jeunes femmes, refusent de faire des enfants ou des enfants beaucoup plus tard, à mon avis, joue effectivement aussi sur leur conditionnement idéologique. Bien sûr, mais je suis entièrement d'accord, mais j'ajouterais quand même que sans objet, que sont les enfants,
l'instinct maternel ne disparaît pas pour autant. C'est-à-dire qu'il se reporte sur d'autres cibles, en quelque sorte. Et je trouve que la sacralisation de la figure de l'autre avec un grand A, chez nombreuses féministes, par exemple, là, il s'agissait de faire passer la catégorie du violeur étranger dans celle non pas de bourreau, mais de victime. Où il y avait une compassion mal placée, qui peut rendre aveugle, et qui transparaît en quelque sorte dans la mesure où beaucoup des revendications progressistes aujourd'hui, et les militants woke sont surreprésentés chez les jeunes femmes, beaucoup plus que chez les jeunes hommes, peuvent se reformuler dans cet esprit-là qui est regarder le pauvre, les pauvres, c'est pas juste, ils souffrent, et c'est très souvent dans ce champ lexical-là de la souffrance et de la compassion que sont formulées une bonne part des revendications des mouvements progressistes. Ouais, alors je m'essaierai pas à une lecture psychologisante. Enfin, je sais pas si les femmes ont plus de compassion que les hommes, ou si elles... Enfin, je trouve que c'est un peu délicat. D'accord. Pour moi, ça s'explique plus simplement par le fait qu'elles sont sur le récit, dans le récit woke, comme valorisées, quoi. Donc elles ont intérêt finalement à embrasser ce récit, puisque ce récit les valorise, leur permet d'obtenir des postes, leur permet est gratifiant pour elles. Donc effectivement, les hommes, c'est un récit qui n'est pas gratifiant pour eux, donc ils n'ont pas intérêt à l'embrasser. Tout simplement, je pense qu'il y a un côté intérêt de groupe qui prévaut dans ce cas. Vous dites que les hommes n'ont pas intérêt à l'embrasser. Le monde anglo-saxon a un temps d'avance sur nous, comme souvent, pour le pire et pour le pire, qui est que on a vu se développer au Royaume-Uni, mais dans le monde anglophone au sens large, un personnage assez fascinant qui s'appelle Andrew Tate. Alors, je le présente brièvement pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas par où commencer. Il est très explicitement complotiste. Il a grandi dans un contexte catholique, ou culturellement chrétien, puis il est devenu athée, puis il a essayé l'orthodoxie, puis désormais je crois qu'il est musulman. Ce qui lui permet de justifier son espèce de... Il y a un harem numérique un peu particulier dans lequel il fait travailler pour lui des jeunes femmes qui se prostituent plus ou moins à l'écran, et donc il a une carrière de proxénète pour laquelle il est jugé, je crois, en ce moment. Et il y a eu un sondage fait au Royaume-Uni en 2022 qui montrait que 45% des 18-24 ans hommes chez les Britanniques appréciaient ce qu'il faisait, pour 1% des 18-24 ans femmes. Là, on a quand même un clivage sexuel, un ratio de 1 à 45, pour faire ça, entre les jeunes hommes et les jeunes femmes dans le rapport à Andrew Tate. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on s'est imaginé pendant un temps qu'on pouvait, sans conséquence, criminaliser toute forme de désir masculin, toute forme d'ambition masculine. C'est ce que disait le psychologue Jordan Peterson, qui d'ailleurs a été traité comme Andrew Tate, alors qu'il ne professait pas du tout le même message, qui consistait à dire, en fait, si vous poussez les hommes à se féminiser, ils vont devenir de plus en plus fascinés par une idéologie fasciste. Et avec Tate, il y a une sorte de possibilité d'un fascisme spontané de la base, où la figure du père viendrait siffler la fin de la récré, toutes ces conneries féministes, on va vous en débarrasser, et à tel point que lui-même retourne le stigmate en disant « je suis le prince de la masculinité toxique ». Et le fait qu'un tel personnage ait un tel succès numérique, c'est-à-dire que sur TikTok, même s'il a été banni, son hashtag a été vu, je crois, plus de 6 milliards de fois. Donc on est vraiment face à une lame de fond culturelle dans la génération Z, dans le monde anglo-saxon. Mais alors comment l'expliquer Alors là où je pense que c'est pas proprement anglo-saxon, pour moi l'équivalent français de Andrew Tate, ce serait comme Alain Soral par exemple. Oui, c'est vrai, il y a eu ce phénomène-là aussi. En moins bodybuildé, peut-être plus prétendument intello, mais oui, c'est vrai. mais c'est exactement le même ressort, je pense. D'ailleurs lui-même maintenant il fait une convergence avec l'islam clair, et avec exactement le même discours. Et je pense qu'effectivement, mais moi je le disais déjà dans mon livre Mademoiselle, puis dans Le Port émissaire, c'est que effectivement le danger d'une forme de néo-féminisme, c'est de faire apparaître en contrepoids un masculinisme tout aussi stupide, caricatural et peut-être plus dangereux encore parce que, pour le coup, au service d'une violence masculine. Et moi, c'est quelque chose qui m'effraie parce que je pense que la différence de sexe existera toujours. Je ne pense pas qu'elle disparaîtra. De toute façon, comme elle est biologique, on ne fera pas disparaître nos caractéristiques biologiques d'hommes et de femmes. Donc si cette différence de sexe n'est pas policée, canalisée,
par la culture, par la civilisation, par des codes sociaux, si on la nie systématiquement dans tous les objets culturels, le cinéma, tous les livres pour enfants, par exemple, etc., elle va ressurgir de toute manière, de façon caricaturale. Elle le fait déjà dans la pornographie, dans cette forme de masculinisme débridé qu'on retrouve beaucoup dans la culture américaine chez les youtubeurs, dans une forme d'islam aussi radicale qui offre une forme de substitut à cette différence des sexes niée. D'ailleurs, dans le livre Soumission de Houellebecq, le personnage principal se convertit à l'islam, pas parce qu'il adhère à l'islam et à sa vision du monde, mais parce que tout simplement il veut obtenir des femmes. Dans un contexte de misère sexuelle, l'islam lui permet d'avoir, parce qu'il peut avoir épousé plusieurs femmes, des jeunes femmes, et il se convertit par misère sexuelle à l'islam. Et je pense que c'est très bien vu de la part de Houellebecq. Lui, il considère qu'en gros le succès de l'islam va toucher à la fois des jeunes hommes et des jeunes femmes d'ailleurs, qui sont dans un état d'insécurité sexuelle, où on a nié leur différence des sexes, et l'islam offre finalement un substitut un peu caricatural. Une grille de lecture claire. Voilà, les femmes sont voilées, elles sont au foyer, elles s'occupent des enfants, les hommes ont les attributs de la puissance et de la virilité, donc c'est assez clair, et ça explique, je pense, une partie de l'attrait de l'islam dans les jeunes générations, à la fois chez les jeunes hommes et chez les jeunes femmes. Moi, j'avais été très frappée, et je citais dans Radio Mademoiselle un discours d'une jeune fille de Diams, par exemple, la rappeuse, qui était l'incarnation de la fille des banlieues émancipée, qui faisait du rap, qui était puissante, et qui a fini par se voiler et partir habiter au Qatar ou à Dubaï. Et elle disait, en gros, c'était un rejet par rejet de la société, de l'hypersexualisation du corps des femmes, de cette société qui à la fois nie la différence des sexes, la maternité, et qui en même temps objective le corps des femmes. Et l'islam lui apparaissait comme une réponse à ce malaise-là. Et quelque part, je peux le comprendre, dans le sens où effectivement, c'est le vide est rempli par cette espèce de morale assez basique. Ça ressemble à ce qu'on disait sur la judiciarisation. C'est-à-dire que c'est une forme de norme. Et d'ailleurs, l'islam est beaucoup plus juridique que le christianisme, où vous avez beaucoup de hadiths à appliquer, comme on apprendrait une leçon, comme on appliquerait des lois. Donc là aussi, le trop grand vide a appelé un trop grand plein, en quelque sorte. Et sur le champ des réactions et des conséquences face au néo-féminisme, il y a également une figure assez intéressante qui a émergé il y a quelques années, qui est celle de la tradwife. Vous aviez fait une chronique sur Europe 1 à ce sujet. Pourquoi est-ce que ce personnage vous a intéressé ? Moi, ce qui m'a intéressé, c'était surtout les réactions qu'il avait suscitées, notamment chez les néo-féministes. Expliquez peut-être déjà un peu ce que c'est la tradwife. La tradwife, c'est un phénomène américain où beaucoup de femmes au foyer américaines témoignent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, en faisant des vidéos de comment elles s'occupent de leur maison, comment elles s'occupent de leurs enfants, leurs recettes de cuisine. Elles prônent une forme de contre-modèle à la société actuelle qui met en avant plutôt les femmes puissantes, les femmes qui travaillent, les femmes qui réussissent, ou les militantes féministes d'ailleurs. C'est un peu les deux seuls modèles qu'on offre aux jeunes filles, soit être une militante, soit être une businesswoman. Et donc elles ont de plus en plus de succès. J'avais fait ma chronique parce que effectivement le Haut Commissariat à l'égalité homme-femme avait fait son rapport annuel, et il avait mentionné dans son rapport annuel la menace des tradwives, comme si aujourd'hui en France, menacé par une épidémie de tradwifisme, ce qui pesait sur l'égalité homme-femme, sur la liberté des femmes, c'était le modèle tradwife, notamment sur les réseaux sociaux américains. Je trouvais ça absolument lunaire en termes de hiérarchie des priorités. Et moi, effectivement, je trouve qu'il y a un côté parfois postmoderne et caricatural dans ce mouvement, faut pas se mentir, et en même temps, je pense que ça permet de revaloriser le personnage, la figure de la femme au foyer, qui a été quand même énormément dévalorisée ces 40 dernières années, qui était quelqu'un qui n'avait pas de place dans le monde social, qui était considéré comme une ringarde, une arriérée, qui n'avait pas su monter dans le train du progrès, et qui et voilà, moi je plaide pour que qu'on redonne une liberté de choix aux femmes. Donc, je parlais tout à l'heure on est passé de l'injonction à la chasteté, à l'injonction à la jouissance. On était passé de l'injonction à rester au foyer à l'injonction à travailler, à réussir, et je suis pas sûre que ça rende follement heureuse les femmes.
J'avais consacré un chapitre de mon livre du Mademoiselle qui s'appelle Moulière Economicus, sur vraiment voilà, l'image néo-féministe du travail des femmes. Les femmes de penser que le féminisme consiste à finalement à pousser les femmes uniquement dans les bras du capitalisme et du salariat n'est pas forcément un horizon, une perspective réjouissante. Je pense qu'il faut que les femmes puissent avoir le choix, qu'on doit valoriser leur choix quand elles décident de rester au foyer. Je serai un mauvais exemple parce que je ne suis pas femme au foyer, je travaille et j'ai 2 enfants, mais je considère, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui le font, et je pense qu'elles sont extrêmement utiles à la société, puisqu'on a un vrai problème aujourd'hui d'éducation des enfants. Et voilà, et tout en, voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui laisser une vraie liberté aux femmes dans la mesure du possible. Je commencerai par souligner une contradiction du mouvement tradwife qui m'intéresse, et après ensuite parler de la notion de femme au foyer et pourquoi ça a été ringardisé. Ce qui me fascine dans le tradwifisme, c'est que dans le fond, même si j'entends qu'il faut se battre avec les armes de son époque, qui sont le numérique, diffuser l'intégralité de l'intimité de son foyer, il n'y a quand même rien de moins traditionnaliste. Ouais. C'est-à-dire que j'entendais des copines me dire ça, qui était moi, quand je déprime devant elles, parce qu'elles sont toujours là avec 3 enfants dans les bras, en train de faire le pain, en train de préparer un dîner absolument délirant, de cueillir des fleurs, de tenir... Tout est impeccable, et c'est source d'admiration, mais aussi de jalousie et un peu de déprime chez les femmes, parce qu'il y a une comparaison avec un idéal qui est douloureux à vivre. Et elle me disait, pour me rassurer, je me dis, bon, là j'essaye de me dire, elles ont dû dire à leur enfant, tiens-moi la caméra, je vais faire le pain, et non, on va refaire une prise, ça a mal été fait. Et d'un seul coup, lorsqu'on réalise qu'il y a cette dimension-là, quand même un peu de mise en scène ou d'artificialisation, je trouve que ça change un petit peu parfois la nature de la chose. C'est-à-dire que normalement, le foyer ne se met pas vraiment en scène. Bah oui, non, mais moi, je suis aussi il y a un voile pudique, normalement. C'est le côté que j'aime pas trop, qui a un côté un peu américain, quoi. C'est mal. Ballerina Farm qui va la plus célèbre des Tradwives, qui va faire le concours de Miss America 10 jours après son accouchement. Waouh, je trouve ça un peu hard, notamment pour toutes les femmes qui ont vécu un accouchement. Je suis pas sûre que ce soit un modèle extrêmement valorisant et gratifiant pour les femmes. Et il y a cette espèce de mise en scène, de culte un peu narcissique aussi de l'image, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est aussi dans la manière de valoriser culturellement une contre-culture intéressante, et il faut que ce soit fait avec justesse et mesure. Alors c'est pour ça que je voulais parler aussi des femmes au foyer. Je pense qu'une des raisons du soupçon porté vers les femmes au foyer aujourd'hui, c'est que notre conception de la liberté, depuis un certain temps en Occident, revient à dire qu'on est libre lorsqu'on s'émancipe de la tradition, lorsqu'on s'émancipe de ce qui a toujours été fait. Et donc ceux qui choisissent la tradition, en quelque sorte, ou qui choisissent le choix, la convention, la coutume, le choix traditionnel, sont soupçonnés de ne pas avoir choisi. C'est souvent cette idée-là. C'est-à-dire que on dit en creux à la femme au foyer, tu n'as pas choisi d'être là où tu es, tu as subi cette situation, tu n'es pas libre. Et je pense que c'est le soupçon de non-liberté qui pèse sur les femmes au foyer, qui explique que notre société les méprise parce qu'on a institué une notion de liberté très particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais Chesterton disait le féminisme pense que les femmes sont esclaves lorsqu'elles aident leur mari et libres quand elles travaillent pour leur employeur, enfin quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a cette idée que que le travail rendrait forcément libre. Je la trouve extrêmement discutable en réalité. Et d'ailleurs, Christopher Lasch avait écrit un très beau livre qui s'appelle La vie ordinaire des femmes, où il montre que le féminisme naît au moment du salariat, en fait, dans l'Amérique des années 50, en fait, où effectivement le centre de la vie sociale se déplace du foyer vers le travail. Donc c'est Ma sorcière bien-aimée ou Mad Men, où on voit la femme au foyer qui reste
chez elle le soir toute la journée. En plus, toute sa cuisine est équipée électroniquement, donc elle n'a plus rien à faire. Oui. Elle a des robots partout. Elle attend juste que son mari rentre le soir pour lui servir un whisky. Son mari, lui, il prend le train de banlieue pour aller au boulot, il rencontre des gens, etc. Et elle s'ennuie profondément. Et de cet ennui, de cette espèce de vie reléguée, en fait, périphérique, va naître la revendication féministe, et qui est compréhensible et légitime, mais qui naît aussi dans un certain contexte, qui est le contexte, effectivement, d'un modèle économique qui dévalorise la vie domestique et qui fait du point de gravité de la vie sociale le travail et la vie de l'entreprise, de l'économie, etc. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, Régine Pernoud montrait très, très bien que les femmes, si elles ont autant d'importance au Moyen-Âge, son livre « Les femmes au Moyen-Âge », qui est absolument un bijou parce qu'il montre très bien, il démonte énormément de clichés sur le Moyen-Âge et les femmes, si elles ont autant d'importance au Moyen-Âge, c'est que le centre de la vie sociale, c'est le foyer. Tout s'organise autour de la cheminée, du foyer, et la femme, qui est la reine de la domesticité, mais exerce un pouvoir parce que le centre de la vie sociale est là. Et ce qui fait que les femmes exercent du pouvoir en réalité. Et donc ce déplacement du pouvoir de la vie domestique au monde du travail, il est assez récent en réalité. Et je pense d'ailleurs qu'il est temps à être rééquilibré. Là, on voit depuis le Covid, le télétravail, avec le télétravail, que de plus en plus d'ailleurs les gens se détournent du travail en réalité. On travaille moins qu'avant. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, hein, mais qui réinvestissent en tout cas la sphère domestique, l'intimité, la famille, etc., comme une valeur un peu refuge. Et donc les choses peut-être se rééquilibrent. En tout cas, on ressent à nouveau le besoin on dévalorise moins, je trouve, aujourd'hui, peut-être la vie domestique. Et donc les choses sont en train d'évoluer différemment. Mais voilà, je trouve intéressant de replacer les choses dans perspective. Et je trouve qu'un élément que souligne Lasch, pour insister encore sur ce couplage entre féminisme d'un côté et marchandisation de toute la sphère sociale de l'autre, c'est que lorsqu'on est dans un monde, pour reprendre la formule du penseur marxiste Cornelius Castoriadis, où tout ce qui compte doit pouvoir être compté, donc vraiment un rapport à la quantification et aux chiffres et au salaire, d'un seul coup, celle qui n'en a pas, qui n'a pas de salaire, vaut zéro. C'est-à-dire que dans une logique où tout ce qui vaut doit pouvoir être des chiffres et un salaire, celle qui vient dans ce paradigme-là avec coucou, moi je ramène zéro, est incompréhensible. Et donc, implicitement, est déjà dégradée par cette absence de salaire. Et c'est là où les féministes aujourd'hui sont les premières à parler du capitalisme, à parler des conséquences, etc. Mais cette quantification et cette réduction de la vie au salaire, mécaniquement, va rétrograder la valeur morale aux yeux de la société de la femme au foyer. Oui, et puis l'éducation des enfants est un phénomène inquantifiable. Bien sûr. Évidemment, on ne peut pas être comptabilisé, même si moi, je serais assez favorable à ce qu'il y ait une forme de salaire maternel, en tout cas de rétribution, sous forme d'allocation d'ailleurs, familiale, beaucoup plus élevée. Le fait qu'on valorise effectivement les femmes qui ont des enfants, ou d'ailleurs des hommes s'ils veulent rester au foyer, pourquoi pas. Mais en tout cas qu'on valorise l'éducation des enfants et de consacrer du temps à l'éducation des enfants, parce que ça fait partie du pacte social qu'on a dévalorisé. Et aujourd'hui, moi ce que je reproche aux féministes, c'est que bien souvent elles ont demandé finalement aux femmes de s'adapter à l'économie et de rentrer, de devenir des hommes comme les autres, et plutôt que d'adapter l'économie au corps des femmes. Je vois pas comment on peut se réjouir quand on est féministe du fait que de la congélation des ovocytes autorisée par les entreprises, parce que effectivement c'est une manière d'user la performance des femmes, et on demande aux femmes d'être le plus performantes, le plus actives au travail au moment où elles sont le plus fécondes, c'est-à-dire entre 20 et 35 ans. C'est là que se construisent les carrières, alors même que c'est le moment où elles devraient faire leurs enfants, si elles en ont envie. Et je trouve ça, plutôt que de réfléchir à d'autres systèmes, adapter le monde de l'économie au corps des femmes, on demande aux femmes de s'adapter. Et quand je vois les millions qui sont dépensés dans des politiques inclusives ou des formations à la con, à l'égalité homme-femme, il ferait mieux de dépenser ça en crèche d'entreprise ou en... des choses qui aident concrètement les femmes à mener, quand elles le veulent, leur carrière et leur vie de famille. Parce que c'est ça, en fait, la principale préoccupation des femmes, des jeunes femmes aujourd'hui, en tout cas qui rentrent dans la vie active. C'est pas est-ce que mon entreprise mène une politique inclusive, c'est comment je fais pour m'organiser mon mode de garde pour mes enfants,
comment concilier cette vie professionnelle avec ma vie familiale, c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais vous parlez des enfants, on a vu une expérience sociale à très grande échelle se concrétiser qui est, sommes-nous capables collectivement de faire des enfants au-dessus du taux de remplacement qui est 2,1 enfants par femme, sans religion. Et tout le monde se serait dit, moi le premier, c'est un besoin naturel, les darwiniens auraient dit évidemment que oui, c'est une pulsion. Et en fait, il se trouve que non. Il se trouve que, par exemple, le seul pays à ma connaissance occidental qui a, en tout cas celui qui a le meilleur taux, c'est Israël, qui est un pays intrinsèquement religieux, si on veut. Et même au sein d'Israël, les juifs orthodoxes font beaucoup plus d'enfants que les autres, au même titre qu'au sein du catholicisme français. Déjà, les catholiques font plus d'enfants que les non-catholiques, très nettement. Et par-dessus ça, les ultra-tradis, etc., en font beaucoup plus que les catholiques moyens. Et donc, il y a une réalisation fascinante, stupéfiante, qui est de dire, en fait, peut-être qu'il n'est pas possible pour une communauté de faire encore des enfants si elle ne croit pas en quelque chose. Oui, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'on pourrait se dire, en l'absence de transcendance, la transmission génétique est la seule manière de continuer. Parce que c'est une forme d'éternité qui se crée de façon concrète. On pourrait dire, les gens pensent, ne croyant pas à la vie éternelle, ils vont faire des enfants pour que quelque chose leur survive. Mais en fait, non, pas du tout, effectivement. Le facteur numéro 1 de la démographie, c'est la religion. Et c'est pour ça d'ailleurs que les sociétés occidentales sont rentrées dans une crise très très profonde qui est directement liée à leur déchristianisation. Et effectivement, c'est assez fascinant que le désir de reproduction soit lié en fait à la transcendance. Et alors, juste par-dessus ça, il y a un paradoxe qui est que assez nettement, c'est en 2014, je crois, le fait que François Hollande ait sabré les politiques familiales a joué dans la baisse des naissances. Oui, ça a joué notamment en fait. Ça a été vraiment démontré par une étude, notamment d'une chercheuse du FMI, je crois, ou de l'OMS, qui a montré que le plafonnement des allocations familiales par François Hollande, qui fait que, en fait, maintenant, quand vous êtes riche, en tout cas classe moyenne plus, vous ne touchez plus, quasiment plus d'allocations familiales, et que plus vous êtes pauvre, plus vous en touchez, alors qu'avant elles étaient universelles, a touché les foyers aisés qui sont passés de 3 à 2 enfants en réalité, et donc ça a baissé drastiquement le choix de faire un 3e enfant, notamment. Et donc on voit quand même que la politique économique peut jouer à la marge, effectivement, dans des cas précis, mais moi je crois quand même que derrière il y a aussi un épuisement civilisationnel. Pour moi, la stérilité démographique des Occidentaux est un fait absolument majeur de civilisation, et on ne peut pas passer à côté, et c'est un fait politique déterminant du XXIe siècle, peut-être plus même que la question migratoire, puisque la question migratoire n'en est que la conséquence en réalité. C'est la question du fait que les Occidentaux ont cessé de se reproduire, ont cessé de croire en fait en l'avenir, parce que c'est ça aussi la transcendance, c'est une forme d'espoir. C'est pas que, c'est la religion, mais la religion aussi comme idée d'une forme d'espoir, d'avenir, de croyance à quelque chose qui nous dépasse, qui fait que c'est un moteur aussi civilisationnel. Et cet épuisement, il est effectivement très très grave, et il y a pour le moment pas d'exemple de retour en arrière ou de... Et c'est pour ça que je parlais de paradoxe, c'est qu'on est d'accord sur la tendance lourde religieuse, mais il y a quand même eu une rupture nette sur une question de subvention. Et la question, c'est est-ce que la subvention qui a fait baisser dans un sens la naissance est capable de la faire remonter? Ou est-ce que c'est... quelle est la cause profonde? C'est pas évident de distinguer entre la subvention et la déchristianisation. Il y a une cause profonde, tendance de fond, sur lesquelles les facteurs économiques jouent peu. Il faut toujours se souvenir que le baby-boom commence en France en 1942 et qu'on est en pleine guerre, la France est à genoux, et les gens recommencent à faire des enfants. Il y a une espèce de... et puis à Gaza, les femmes font énormément d'enfants, donc c'est pas forcément le logement ou les conditions économiques qui font que les gens font des enfants. Mais dans un contexte effectivement de nos sociétés individualistes, animées par une mentalité utilitariste et économique, effectivement ça peut jouer, puisque c'est un facteur qui peut jouer à la marge dans ces sociétés-là, je pense en effet, en tout cas pour passer de 2 à 3 enfants, mais ce sera effectivement toujours à la marge. Et
Et en France, c'est effectivement les religieux qui vont de plus en plus faire d'enfants, avec un face-à-face futur qui promet d'être intéressant, mais dont les woke seront exclus par définition, puisqu'ils ne font pas d'enfants. Oui, mais la fertilité, souvent des progressistes, est idéologique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'enfants. Ils convertissent pas les enfants beaucoup, des mais autres. c'est ça. Donc, ouais, mais bon, quand même, vous savez que ce qui se transmet le mieux, ce sont pas c'est pas d'ailleurs les convictions religieuses, ce sont les convictions politiques. On nous a été montré par plusieurs études culturellement, ce qui se transmet le plus des parents aux enfants, ce sont les convictions politiques. Et d'ailleurs, dans le même genre d'une asymétrie, en même temps d'une égalité entre hommes et femmes, souvent, l'homme a tendance à transmettre ses convictions politiques à la femme plus que l'inverse. Par contre, la femme a tendance à transmettre les convictions religieuses à l'homme plus que l'inverse. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le judaïsme, c'est la femme qui transmet la religion. Et donc je trouve cette asymétrie intéressante. Au même titre, il y a une phrase que j'aime beaucoup de phrases comme ça qui sont pas indifférenciatrices, mais quand même qui ont une forme d'égalité. L'homme propose, la femme dispose. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre qui est les hommes gouvernent le monde, mais les femmes gouvernent les hommes. Où j'aime bien cette idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je pense qu'il y a enfin, je suis pas du tout sur la... C'est aussi ce que je reproche aux néo-féministes, c'est d'avoir une vision binaire en fait de la domination, comme si tout le pouvoir était aux hommes et toute la soumission était du côté des femmes. Il y a des pouvoirs inversés du masculin et du féminin. Effectivement, les hommes ont un pouvoir qui est la force physique. Ils ont, je pense, je dirais pas des qualités parce que je veux pas essentialiser, mais des instincts sans doute différents liés justement à la dimension biologique, mais les femmes aussi ont un certain pouvoir, effectivement, justement, ce pouvoir de gouvernance du foyer qui était assez fort, en fait, parce qu'on dit dans les années 40, 50, les femmes n'avaient pas de chéquier, elles ne disposaient pas des fonds, mais en réalité, tout l'ouvrier qui rentrait le soir, il remettait toute sa paye à la femme, mais c'est la femme qui en disposait, en réalité. Donc elle avait quand même un énorme pouvoir. Et effectivement, ce pouvoir n'était pas juridiquement matérialisé, mais il était en fait concrètement le sien. Penser que les femmes étaient des petites choses fragiles sans aucun pouvoir dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'aux années 60, où elles ont tout obtenu d'un coup, elles sont passées de l'ombre à la lumière, comme dirait l'autre. Je pense que c'est absolument mensonger, c'est une vision binaire et téléologique de l'histoire de l'humanité. Et on a parlé de former des enfants, mais il y a une question aussi plus large qui, moi, m'inquiète beaucoup, qui est, serons-nous encore capables de former des intellectuels demain ? Et je dis ça parce que vous avez écrit sur la question dans l'ouvrage que j'ai ici, qui est la guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, où vous analysez l'évolution du débat d'idées en France. Et en ressortant, moi j'avais quand même une angoisse lancinante qui était, encore une fois, serons-nous capables de former des intellectuels demain ? Là, on voit grandir toute une génération perfusée sous TikTok, c'est-à-dire, quand on parle du fond de TikTok, on dit attention, les gens vont se radicaliser. Oui, très bien, mais en fait, le problème, il est même en amont, c'est est-ce que des gens biberonnaient des vidéos de 6 secondes avec plein de choses qui se passent à l'écran pour stimuler leur dopamine, seront-ils encore capables d'ouvrir un vieux manuscrit, un vieux livre d'histoire de 300 pages, s'asseoir avec un crayon à papier, soulignant, fichant et c'est pour ça qu'il y a vraiment une inquiétude, moi, qui me fait saisir d'un sentiment de vertige assez profond de serons-nous encore capables de former des intellectuels demain ? C'est une vraie question. Et je pense que ce que j'appelle la guerre des idées, pour moi, est consubstantielle au modèle de démocratie délibérative occidentale tel qu'il s'est peu à peu forgé au cours des siècles et qui était fondé, je pense, sur un objet, le livre, sur la raison, sur la lenteur, sur la longueur, sur l'écrit, sur la capacité d'abstraction, tout ça, tout ce qui permet le débat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un écosystème qui est absolument l'inverse, puisqu'on est sur l'émotion, sur l'image, plutôt que sur l'écrit, sur l'extrait plutôt que sur la longueur, sur l'immédiateté plutôt que sur la lenteur. Et tout ça, tout cet écosystème rend beaucoup plus difficile l'exercice de la pensée sur le témoignage plutôt que sur l'abstraction. C'est-à-dire que l'idée d'avoir des grandes idées générales sur le cours du monde ou de la société avec des grandes options est aujourd'hui balayée par la culture du témoignage, quoi. C'est-à-dire moi, MeToo, c'est vraiment le cri de l'époque. C'est peu importe...
Aujourd'hui, on demanderait à Tocqueville de justifier chacune de ses affirmations dans... Oui. dans- Mais est-ce que vous êtes concerné? ouais, voilà, et, qui sont très généralistes en disant, mais vous avez des statistiques, combien de personnes ça concerne, etc. Est-ce que c'est pas essentialisant et donc, ça rend très très difficile l'exercice délibératif du débat et d'où cette incapacité, c'est ce qu'on sent aujourd'hui, cette incapacité de débattre, d'avoir un débat qui est constructif, qui soit constructif. Je pense que c'est lié à cette espèce d'écosystème dans lequel nous vivons qui détruit la possibilité d'une recherche de la vérité par la délibération. On pourrait parler d'un écosystème, tellement c'est centré sur le ressenti individuel. Et Rabinovitch, ici, disait ça n'a pas été, le fait que tous les grands mouvements sociétaux sont formulés par un « je suis », un « je suis Charlie » par exemple, ou « MeToo », c'est la même idée, n'a pas assez été interrogé dans la mesure où, pour qu'un mouvement, une tendance abstraite et générale soit validée, il faut qu'elle parte d'un ressenti individuel. Et ça aussi, ça va fragiliser encore notre capacité d'abstraction, et ça fait que le ressenti et cette logique du j'ai souffert donc j'ai raison, qui est très fort dans l'espace public, vient balayer l'argument logique, vient balayer même le chiffre à certains égards. C'est-à-dire qu'on peut faire des sondages, et les sondages sont très puissants aujourd'hui, mais le chiffre est devenu la seule possibilité d'objectivité et de consensus. Le consensus ne peut se trouver que par le chiffre, justement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas plus dire une formule généralisante sans l'appuyer d'un sondage. C'est quand même assez frappant. C'est vrai. Et je disais, Tocqueville, l'Ancien Régime, la Révolution, c'est plein de mesures, il dit des généralités, du genre le peuple en avait assez des aristocrates. Bon, on leur demandé aujourd'hui, mais quel peuple, combien de qui vous parlez, quels sont vos sondages, est-ce que vous avez fait des micro-trottoirs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez flappant, ça montre bien le relativisme dans lequel on mène, c'est-à-dire que la seule manière d'objectiver, soit d'un côté, il n'y a que du pur ressenti, soit il y a les chiffres, mais il n'y a rien entre les deux. Le chiffre est devenu la seule manière d'objectiver les choses, ce qui est quand même... balaye toutes les autres manières qu'a eu la littérature, la sociologie, les lettres, jusqu'à une époque très récente, de formuler les grandes hypothèses de notre temps. On peut jeter, si on jette tout ce qui ne possède pas de chiffres dans les grands ouvrages philosophiques ou sociologiques, les trois quarts des choses. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'on a soit écoutez, c'est vrai, cette personne dit qu'elle a ressenti telle chose, par exemple qu'elle se sent femme alors qu'elle est homme, etc. Ça, c'est vrai par définition, et la légitimité du ressenti individuel est intouchable. Ou alors, regardez, c'est une statistique, donc c'est vrai, donc c'est intouchable, et donc ça dit toute la vérité, etc. Et les gens ne comprennent pas que dans tous les cas, c'est un prisme particulier, un prisme qui doit se justifier. On n'a jamais autant insisté sur le ressenti individuel comme source de légitimité qu'aujourd'hui. Ça, c'est un choix culturel, c'est un paradigme, c'est une certaine conception de la vie en commun, qui d'ailleurs est assez difficilement compatible avec la vie en commun, parce que par définition, le ressenti est impartageable. Je ne peux pas vraiment savoir ce que vous ressentez. Vous pouvez me le dire, je peux vous croire ou pas, mais je n'ai pas de preuves. Tandis que lorsqu'on parle de choses communes et de vie en commun, les gens peuvent analyser, contre-argumenter. Il y a une espèce de boîte noire qui est le ressenti, qui n'est pas analysable et qui n'est pas partageable. Et je pense qu'on souffre beaucoup de ça et que ça explique une bonne part de la fragmentation. Et j'ai vu un témoignage. Bon. C'est pour ça que je parlais de dictature des ressentis. C'est que ce qui me semble caractéristique de notre époque, c'est à la fois un fort relativisme, c'est-à-dire un deuil de la vérité. La vérité n'existe pas, le bien n'existe pas. Et en tout cas, c'est la guerre des dieux. Enfin, chacun a sa conception. Qui suis-je pour dire que chacun a sa conception de la vie bonne. Il n'y a pas de consensus qui peut se dégager. Et en même temps, on pourrait dire le relativisme conduit à la tolérance, de type montagnien. Chacun sa vision du monde et vivons chacun de notre côté. Mais ça conduit à une très forte intolérance. C'est-à-dire que c'est à la fois j'ai mon ressenti, mais je ne tolère pas que celui-ci soit remis en cause, discuté, même soupçonné dans l'espace public, et qu'un autre récit, un autre ressenti vienne heurter le mien. Et c'est vraiment, et du coup, ça aboutit à des espèces de tunnels de sens, de safe space qui se multiplient. Et c'est ça qui est frappant. C'est un relativisme
intolérant. C'est ça qui caractérise notre époque et qui rend très très difficile le débat, parce que le sectarisme idéologique, la violence intellectuelle, elle a toujours existé. Enfin, il n'y a qu'à se replonger dans les années 60 pour voir que la cancel culture était quand même exercée par la gauche à cette époque, mais avec une violence encore plus décuplée envers les professeurs. On chahutait les conférences. Paul Ricoeur s'est pris une poubelle sur la tête en mai 68, alors qu'il était plutôt centriste. Mais c'était pas au nom du ressenti. C'était quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il dit pas tout anticommuniste me blesse dans mon moi intime et profond et me met mal à l'aise et me touche. C'est pas au nom de la souffrance. Voilà, c'était pas au nom de la souffrance, c'était plus au nom de l'idéologie d'un combat. Là, c'est au nom de la souffrance, et c'est d'autant plus difficile à contrer et à argumenter parce que on peut pas mettre son ressenti au vestiaire et aller boire un coup. Et c'est ça qui me frappe moi aujourd'hui, c'est autant des gens en désaccord profond sur les grandes options idéologiques à donner à la société pouvaient se retrouver sur d'autres sujets, de la littérature, et mettre les querelles au vestiaire et jouer, et aller boire un coup. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est-à-dire que très difficile de s'entendre avec quelqu'un qui a des options idéologiques radicalement différentes, et je trouve ça extrêmement triste. Pour aller dans votre sens, lorsque des gens critiquent l'idéologie et le mouvement transgenre, c'est-à-dire une critique a priori abstraite, qui est de dire je ne pense pas qu'on peut nier la biologie, je ne pense pas qu'on peut transgresser la frontière des sexes, etc. Tout de suite, dans la communauté trans, comme on dit, c'est interprété comme je n'aime pas les personnes trans, ça c'est la version soft, et la version agressive, c'est en fait, ce que vous dites, c'est que vous souhaitez faire disparaître les personnes trans et donc de mener un génocide. Et ce que je trouve frappant, c'est qu'on voit là ce que vous décrivez, c'est-à-dire que des gens essaient de faire une analyse abstraite générale qui ne cible personne. Et derrière, c'est réinterprété comme une attaque personnelle, voire même, il y a eu même des ripostes, entre guillemets, de la part de tueries. Il y a eu des tueries de masse, de masse, en tout cas des tueries faites par des personnes transgenres en se disant le génocide des trans est imminent, ça pourrait arriver à n'importe quel instant, il faut se préparer, il faut riposter. Et je trouve que c'est là la version paroxystique et même caricaturale et radicalisée de la tendance que vous décrivez là, qui est tous ceux qui cherchent à faire des propos généraux, même eux sont ramenés aux particuliers et aux ressentis blessés de personnes en chair et en os, quoi. Il y a aussi le fait que, comme l'intime est devenu politique, il est difficile par essence de pouvoir mettre l'intime au vestiaire. C'est-à-dire que comme maintenant les sujets de discussion du débat public, de la politique sont le sexe, le genre ou la race, par définition des choses qui constituent l'identité des personnes, l'identité selon eux des personnes, c'est constitutif en fait. Très intime, c'est très intime, et elles ne parviennent plus à s'en détacher ou à le mettre de côté. Quand on n'est pas d'accord sur la collectivisation des moyens de production, on peut mettre ces désaccords de ce côté et parler d'autres choses, parce qu'on se sent appartenir quand même à une communauté humaine, universelle. Là, je crois que c'est ça qui est très difficile aujourd'hui, c'est que comme l'intimité est devenue politique, et bien tout de suite les sujets de friction sont beaucoup plus graves et profonds, parce qu'ils touchent à quelque chose d'intime. Et plus on va faire de l'intimité quelque chose de politique, du privé quelque chose de politique, plus la fracture sociale va être très très forte en fait, et de plus en plus de gens vont devenir irréconciliables. Et moi je suis frappée de voir ça aujourd'hui. Je pense que c'est une caractéristique majeure de notre temps de voir que des gens qui ne sont pas d'accord ne peuvent plus vivre ensemble, ils ne peuvent plus partager un dîner, un verre, être amis même. Enfin, l'amitié ne survit plus au désaccord, et ça pour moi c'est une caractéristique de notre époque, parce que même je pense dans les années les plus frictionnelles de notre temps, alors évidemment quand l'histoire ressurgit, les couteaux s'aiguisent, et quand c'est la guerre évidemment chacun passe d'un côté ou de l'autre, mais il y avait quand même dans les années 30, même au moment de l'affaire Dreyfus, des gens qui étaient des deux bords, des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards, qui pouvaient quand même boire des coups. Je sais pas s'ils pouvaient boire des coups au cœur de l'affaire, ça me semble difficile, mais il y avait quand même des amitiés qui pouvaient se nouer entre des personnes différentes. Je pense par exemple à Aragon et Drieux-La Rochelle, dans les années 30, qui partageaient quand même une amitié alors qu'ils étaient de deux bords totalement différents. Et vous pointez du doigt un phénomène en effet profond qui est le sectarisme, qui
s'empare pas que de la gauche, mais également d'une partie de la droite, et qui est devenu, je dirais, on parlait de famille fracturée, un poison lent qui est en train de vraiment de fragmenter, de déstructurer nos sociétés. Et j'aimerais qu'on essaie de comprendre pourquoi maintenant, pourquoi plus qu'avant, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'il a plus de conséquences, peut-être plus d'impact qu'avant. Et j'aimerais vous soumettre une hypothèse éventuellement, qui est que nous avons une vie en commun, dont justement le commun s'est amoindri. C'est-à-dire que la France, qui fonctionnait encore dans sa matrice catholaïque, pour prendre la formule de Fourquet, avait des divisions certes, mais des divisions structurantes, ou en tout cas des divisions qui permettaient de se réunir, et un mode de vie un peu commun, etc. Dans la fragmentation, dans l'archipélisation, le désaccord devient en fait plus profond, plus grand, plus large, plus massif que le point d'accord, et donc il devient très grave. C'est-à-dire qu'une famille, par exemple, c'est un peu l'exemple que donnait Scruton sur la démocratie, on peut avoir des désaccords comme en démocratie, mais vu que le soubassement d'accords communs est plus profond, un désaccord n'est pas très grave, on passe à la suite. Or là, vu qu'on n'a pas ce soubassement, on n'a pas cette espèce de famille, on n'a pas une grande communauté nationale tissée, holiste, qui se tient, qui se connaît, qui se côtoie, qui vit pareil, le désaccord devient une question de vie ou de mort, et une question de fin de la vie en commun, quoi. Oui, alors après, il y a le fameux dessin de Carandache sur l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. On voit une famille se déchirer c'est vrai. sur ce sujet. On voit ça d'ailleurs dans Proust aussi. Donc, effectivement, le désaccord a toujours existé. Et justement, pour prendre l'affaire Dreyfus, parce que je pense que c'est assez parlant, parce que c'était vraiment une affaire qui déchirait la France, les foyers, les familles, à gauche comme à droite. Et en fait, des intellectuels de bord très très différents, et il y a eu deux choses qui ont permis de surmonter les désaccords. Ça a été ensuite la guerre de 14-18, la nation, en fait, le fait que Dreyfusards et anti-Dreyfusards se sont retrouvés dans les tranchées face à un ennemi commun, et qui se sont battus pour la France. Et d'ailleurs, Barrès écrit ensuite les familles spirituelles de la France, où il revient en fait sur son antisémitisme, il réintègre les Juifs à la communauté nationale après la Première Guerre mondiale, parce qu'il dit voilà, ils ont versé le sang, donc ils appartiennent totalement à la communauté nationale. Donc il y a ça, il y a le sang versé en fait, la patrie qui peut surmonter les désaccords. Et puis il y a la littérature aussi, je pense, le goût littéraire qui faisait que des gens très très différents pouvaient communier dans l'amour de l'art, ou dans l'amour c'est Alphonse Alphonse Daudet qui soutient Proust, alors même qu'il est antisémite. Enfin, parce qu'il trouve que ce qu'il écrit est magnifique. Et je trouve que ces deux dimensions aujourd'hui sont effectivement en train de disparaître, à la fois la nation, parce que il n'y a plus vraiment d'appartenance nationale, la nation est diluée à la fois dans l'Union européenne et dans le communautarisme. Et la littérature, aujourd'hui, c'est pareil, les gens lisent peu, lisent moins, et il y a moins cette espèce de communauté d'esprit qui pouvait se former autour des livres. Et même d'ailleurs, la littérature est polarisée aujourd'hui, puisqu'il y a les écrivains de gauche et les écrivains de droite. Annie Ernaux d'un côté, Michel Houellebecq de l'autre, et il y a une polarisation même à l'intérieur de l'art qui devrait échapper justement, qui devrait être un peu un domaine d'extra-territorialité, comme le dit Alain Finkielkraut, où on pourrait se retrouver en dépit de nos désaccords, en saluant simplement la qualité d'une œuvre. Ça fait la transition parfaite avec les questions de fin. Ah oui. Y aurait-il un livre que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? J'ai beaucoup réfléchi, parce qu'on m'a envoyé la question un peu avant, et c'est vrai que j'ai réfléchi en me disant, en fait, je pense que j'ai lu les livres au bon moment dans ma vie, et notamment, j'ai lu les écrivains les plus radicaux en étant jeune, Bernanos, Péguy, Simone Veil, qui m'ont un peu donné une sorte de structure de cathédrale. Et ensuite, j'ai lu des écrivains plus sceptiques, plus modérés, Montaigne, Tocqueville, plus libéraux, on va dire, Montesquieu. Et je trouve qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là que dans l'autre. Après, j'ai en fait lu assez jeune tout ce qui m'a marqué et qui m'a profondément changé. Donc, je pense qu'il faut lire jeune. Et ces dernières années, il y a peu d'ouvrages qui m'ont vraiment changé ou marqué. Je me suis dit, waouh, pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt ? À part peut-être le livre d'Alan Bloom, L'âme des armées, qui pour moi est
que j'ai lu il y a 3-4 ans et qui est vraiment pour moi un Excellent. chef-d'œuvre qui annonce tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le wokisme, qu'on voit aujourd'hui sur le wokisme, et qui raconte voilà, la manière dont justement le relativisme s'installe sur les campus américains, notamment à travers la pensée de Nietzsche, et qui est vraiment un ouvrage magistral que je recommande et qui permet de comprendre. Je pense que j'aurais dû le lire avant de rentrer à Sciences Po. Ouvrage dans lequel il dit, pour le coup, vous dites que ça annonce tout, et c'est vrai, mais il y a un point de clivage très intéressant. Donc, il écrit en 87, et il dit « Je suis frappé par l'optimisme délirant de mes étudiants vis-à-vis de l'avenir ». Et là, pour le coup, ça, c'est une vraie donne qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a une obscurité au bout du tunnel. L'avenir s'est effondré. Mais en tout cas, oui, L'âme des armées d'Alan Bloom, je partage chaudement cette recommandation. Et plus généralement, on a beaucoup parlé de pourra-t-on encore former des intellectuels, lira-t-on encore demain? Qu'est-ce que la lecture vous a apporté, vous, plus généralement? Et pourquoi est-ce qu'il faut que ceux qui nous écoutent sortent de cet entretien en lisant, par exemple, du Eugénie Bastier, mais en lisant tout court? Moi, la lecture a été une forme de refuge, de salut. En fait, il se trouve, pour l'anecdote, que j'ai eu une maladie musculaire quand j'étais en 6e, 5e, qui fait que je pouvais pas faire de sport et pas bouger, pas courir. Donc, je passais mes récréations à lire. Bon, j'aimais beaucoup lire avant. Mais ça vraiment m'a fait basculer dans une autre dimension de boulimie de lecture. Et je pense que c'est important de lire, mais non seulement de lire, et de lire jeune. Je pense que c'est très important de lire. Moi, les principales lectures qui m'ont forgée, c'est entre 17 et 23 ans. Je pense que c'est là où j'ai lu l'essentiel de ma formation intellectuelle, de mes goûts littéraires. Parce que je trouve qu'on a une énergie, une disponibilité d'esprit, et une capacité aussi, notre âme est encore un peu de la cire et on a plus une capacité d'être touché, marqué, changé par les livres à cet âge-là. C'est très important de lire, mais aussi de lire jeune. Et c'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup, les réseaux sociaux. Je vais pas faire ma boumeuse, j'ai peur des réseaux sociaux, mais ça empiète cette disponibilité d'esprit. Et c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper plus tard, forcément. Je pense qu'on n'a pas la même... notre âme n'est pas la même à 40 ans ou à 30 ans, une capacité d'être imprégné par les choses, changé par les livres. Donc je dirais vraiment, il faut lire, mais il faut surtout lire jeune. Et en plus, on apprend beaucoup plus. On dit que les langues, par exemple, de 0 à 9 ans, quand on je pense que les livres nous changent et nous forgent quand on les lit jeunes, parce que voilà, on a une âme plus disponible. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une phrase qui m'avait un peu déprimé dans un bar, dans le même esprit, qui était on fait toute sa culture de 18 à 25 ans. Oui, et là, je me suis dit, ouh la vache, il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment de s'y mettre. Lisez gaiement et lisez notamment La dictature des ressentis, La guerre des idées, Le port émissaire, Adieu mademoiselle, le quatuor de Eugénie Bastier. Merci beaucoup d'être venu.